Bienvenue sur notre chaîne. Pour des raisons de confidentialité, les noms et les lieux ont été modifiés. Une jeune mère venait de terminer son service du soir et rentrait chez elle lorsqu'elle a soudainement disparu dans des circonstances étranges. L'enquête policière a rapidement mis au jour des éléments troublants qui ont révélé une vérité choquante. Cette affaire a suscité un vif intérêt national, tant il était difficile de croire qu'un tel événement puisse se produire. Aline Malan est née le 12 mars 1986 à Marty, petite ville de l'Alabama. Elle a grandi au sein d'une famille nombreuse, ses parents étant très religieux. Dès son plus jeune âge, Aline et ses frères et sœurs fréquentaient assidûment l'église locale et leur famille était bien connue dans la communauté. C'était une personne extravertie et honnête qui se faisait facilement des amis. Aline s'entendait bien avec tout le monde et était connue pour sa gentillesse. À l'école, elle était très occupée par le ballet, jouait dans un groupe de jazz et participait à des représentations théâtrales. Durant ses années de lycée, Aline a rencontré un garçon nommé Michel par l'intermédiaire de leur église. Ils habitaient dans la même rue, mais avant cela, ils ne se connaissaient pas très bien. Ils ont commencé à sortir ensemble et peu de temps après, ils ont décidé de se marier. Au cours des années suivantes, Aline et Michel eurent 3 enfants, 2 filles et un garçon. La famille s'installa près des parents de Michel qui aidaient presque quotidiennement avec les enfants. Le père de Michel était pasteur et dirigeait également une petite entreprise de construction. À un moment donné, toute la famille a décidé de déménager en Californie après que Michel y ait décroché un contrat dans le bâtiment. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et quelques années plus tard, ils sont retournés à Marty. En 2010, Aline a décidé de divorcer de Michel. Elle a obtenu la garde des enfants et est retournée vivre chez ses parents. Comme ces derniers habitaient dans la même rue, Michel et sa famille pouvaient continuer à voir les enfants régulièrement. Au printemps 2011, Aline, âgée de 25 ans, consacrait presque tout son temps à l'éducation de ses 3 enfants, alors âgés de 5, 3 et 2 ans. De ce fait, elle ne pouvait pas occuper un emploi à temps plein et travaillait donc à temps partiel comme femme de ménage dans une banque locale à quelques minutes de chez elle. Malgré son emploi du temps chargé, Aline avait des projets d'avenir. Elle souhaitait s'inscrire à l'université pour faire des études et trouver un emploi mieux rémunéré. À peu près à la même époque, elle a commencé à fréquenter un homme nommé Alain qui travaillait comme homme à tout faire. Le soir du 12 avril, Aline s'est rendue à son poste de nuit habituel à la banque qui devait se terminer vers 20h15. Avant de rentrer chez elle, elle a envoyé quelques messages à son petit ami, Alain, mais a soudainement cessé de répondre au milieu de leur conversation. Au début, Alain a pensé qu'elle était peut-être simplement occupée ou en retard au travail. Un peu plus tard, il essaya de l'appeler, mais Aline ne répondit pas. Inquiet, Alain décida d'aller à la banque pour vérifier que tout allait bien. En arrivant, il remarqua immédiatement que sa voiture, celle qu'Aline utilisait pour aller au travail, était toujours garée devant. Comme son service s'était terminé depuis près d'une demi-heure, son inquiétude grandissait. C'était inhabituel, car Aline avait toujours quitté le travail à la même heure, sans le moindre retard. Il fit le tour de la banque par la porte de derrière, celle qu'elle empruntait systématiquement pendant ses heures de travail, et remarqua quelque chose derrière le conteneur à ordures. Son téléphone et ses clés de voiture gisaient par terre. Trouvant cela extrêmement suspect, Alain appela aussitôt ses parents. Ceux-ci confirmèrent qu'Aline n'était toujours pas rentrée et se précipitèrent à la banque. Après avoir vérifié que les objets trouvés par terre lui appartenaient bien, ils ont immédiatement appelé la police. Mais à leur grande surprise, ses parents ont rapidement appris qu'ils n'étaient pas les premiers à avoir contacté les autorités. Une demi-heure seulement avant leur appel, un autre signalement avait été fait. 2 femmes qui faisaient leur jogging du soir passaient devant la banque lorsqu'elles ont été témoins d'une scène horrible. Elles ont vu 2 individus cagoulés de noir s'emparer d'une femme et la forcer à monter dans une voiture.
La femme s'est débattie et a tenté de se défendre, mais elle n'a pas pu s'échapper. Au même moment, un autre témoin se trouvait à proximité et tenta de lui porter secours. Cependant, alors qu'il s'approchait, une femme sortit de la voiture et l'aspergea de gaz poivré. Elle remonta ensuite au volant et s'enfuit à toute vitesse avec les ravisseurs et leurs victimes. Les deux joggeuses se sont immédiatement précipitées au poste de police, situé à quelques rues de là, et ont rapporté ce qu'elles avaient vu. Mais au lieu d'agir immédiatement, les policiers ont fait preuve d'un scepticisme surprenant. Ils pensaient sincèrement que les femmes avaient tout inventé, malgré leurs supplications de retrouver la personne enlevée. Lorsque les témoins ont insisté pour qu'ils se rendent à la banque et enquêtent, les policiers ont décliné, prétextant que la plupart de leurs agents étaient occupés à effectuer des contrôles routiers. Finalement, les femmes sont rentrées chez elles, ont pris une voiture et sont retournées à la banque une trentaine de minutes plus tard. À leur grande surprise, il n'y avait toujours aucun policier sur place. Elles ont donc décidé d'attendre sur place. Les policiers ne sont arrivés que près d'une heure plus tard, et même à l'heure, ils n'ont manifesté aucune urgence, comme si rien de grave ne s'était produit. Lorsque le mari d'une des femmes a commencé à s'impatienter et à exiger qu'ils fassent leur travail, la police a réagi avec hostilité et agressivité. Finalement, les policiers sont intervenus. Ils ont déterminé que la femme qui avait probablement été enlevée était Aline. Des témoins ont également fourni une description du véhicule, une berline blanche utilisée par les ravisseurs pour prendre la fuite. La police a lancé un avis de recherche pour la voiture, puis a interrogé les proches d'Aline pour savoir s'ils avaient une idée de l'identité du ou des ravisseurs. Les parents d'Aline ont déclaré aux enquêteurs que sa relation avec son ex-mari, Michel, avait été tumultueuse pendant des années, même après le divorce. Aline leur avait confié que le comportement de Michel avait radicalement changé juste après leur mariage. Il se considérait comme profondément religieux et exigeait d'elle une obéissance totale. Il contrôlait ses fréquentations, exigeait que le dîner soit prêt à son retour et que la maison soit impeccable. Il lui interdisait même d'aller se coucher sans sa permission. De plus, il souhaitait prendre une seconde épouse. Bien que la polygamie fût illégale, il la jugeait acceptable d'un point de vue religieux et en parla ouvertement à Aline. Il consultait des sites destinés à femmes intéressées par ce type de relation et recherchait activement une partenaire. Parallèlement, il exigea à Aline de lui donner 9 enfants de plus que les 3 qu'ils avaient déjà. Par ailleurs, il est devenu de plus en plus agressif. Il ne la laissait pas sortir sans lui a confisqué ses clés et son téléphone et tentait de contrôler chacun de ses gestes. Finalement, elle n'en a plus pu et a décidé de demander le divorce. Mais Michel, ainsi que ses parents, étaient furieux de sa décision. Il a tenté d'obtenir la garde exclusive de leurs enfants et a menacé Aline, lui disant qu'il lui ferait du mal si elle les lui enlevait. La situation a empiré lorsque Michel a découvert qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre. Il connaissait déjà Alain et un jour, il est tombé sur une photo d'Alain avec Aline et les enfants sur ses réseaux sociaux. Ça l'a mis hors de lui. Il a recommencé à la menacer et a continué à se battre pour la garde des enfants devant les tribunaux. Mais ces menaces se sont retournées contre lui. Après avoir entendu tout cela, le juge a donné raison à Aline et lui a accordé la garde exclusive des enfants. Les parents de Michel n'étaient pas prêts à en rester là non plus. Ils ont tenté de discréditer Alain en inondant la police de fausses accusations de maltraitance envers les enfants. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve pour étayer ces accusations, mais les parents de Michel ont persisté, désespérés de récupérer la garde de leurs petits-enfants. En creusant davantage, la police a découvert autre chose. Environ 1 an auparavant, le père de Michel avait fondé sa propre église et lancé une association à but non lucratif destinée à aider les sans-abri et les personnes ayant perdu leur logement. Ces projets semblaient louables. Il souhaitait construire des logements abordables pour ces personnes.
Pour financer la construction, il commença à vendre des billets de loterie et parvint à récolter plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais il y avait un hic. Aucune maison ne fut jamais construite et aucun des acheteurs de billets ne récupéra son argent. Pour couronner le tout, le père de Michel n'a jamais donné la moindre explication quant à la disparition de tout l'argent qu'il avait détourné. À peu près au même moment, il a perdu son agrément de prêtre. Bien que les raisons exactes n'aient pas été rendues publiques, cela n'a fait qu'alimenter les interrogations à son sujet. Quelques mois avant la disparition d'Aline, la famille a subi un nouveau coup dur. Elle a perdu sa maison et a été expulsée. Alors que la famille vivait encore dans son ancienne maison, Aline s'y est rendue pour récupérer ses dernières affaires. Elle avait emmené Alain pour l'aider à tout charger dans sa voiture et avait également demandé à la police d'envoyer un agent. Elle craignait la réaction de la famille de son ex-mari et ses craintes se sont avérées justifiées. Le père de Michel est immédiatement devenu agressif, exigeant qu'Alain reste à l'écart de sa propriété. Même en présence d'un policier, il a menacé de tirer sur Alain et de le frapper. Lorsque l'agent est intervenu pour calmer la situation, le père de Michel a perdu son sang-froid et a même tenté de le plaquer au sol. La situation a mal tourné. Il a été arrêté puis condamné à une peine avec sursis. Les enquêteurs ont également mis au jour des détails troublants concernant les parents de Michel. Après sa naissance, sa mère est devenue stérile, ce qui a été un coup dur pour elle. Elle s'était tellement attachée à ses petits-enfants qu'elle les traitait comme ses propres enfants. Elle avait même déclaré que si quelque chose arrivait à Michel et Aline, elle en obtiendrait la garde exclusive. Les parents d'Aline ont remis son journal intime aux enquêteurs. Son contenu était bouleversant. Elle a décrit comment Michel contrôlait chaque aspect de sa vie et comment son comportement était devenu de plus en plus agressif. Elle se sentait prisonnière chez elle, incapable de faire quoi que ce soit sans son approbation. Cette pression constante lui pesait lourdement et elle avait souvent l'impression de vivre un cauchemar et non la réalité. Après avoir rassemblé tous ces éléments, la police a décidé de rendre visite à Michel et à ses parents, qui vivaient tous dans la même maison. Ils ont également découvert que la famille possédait une voiture correspondant au modèle et à la couleur décrites par les témoins de l'enlèvement d'Aline. Les enquêteurs se sont rendus à leur maison le lendemain de la disparition d'Aline. Michel affirmait que ses parents et lui étaient en ville ce soir-là. Selon lui, il s'était rendu à Ridgeville, à environ 3h30 de là, pour visiter des maisons. Il a ajouté que leur voiture était tombée en panne en cours de route, les obligeant à passer la nuit sur place, et ses parents ont confirmé leur dire. Michel affirmait n'avoir vu son ex-femme depuis plusieurs jours, pas depuis qu'il a déposé les enfants, mais la police ne comptait pas se contenter de sa parole. Ils obtinrent un mandat de persécution pour sa maison et sa voiture, espérant trouver un élément qui réfuterait son alibi. Lors de la persécution, les enquêteurs découvrirent un GPS de voiture à l'intérieur du domicile familial. Après avoir extrait les données, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. L'appareil avait été éteint à 16h45 le jour de l'enlèvement d'Aline et n'affirmait à réallumer que le lendemain matin à 8h10. Plus étrange encore, la dernière localisation enregistrée avant l'arrêt de l'appareil n'était pas Ridgeville, où la famille avait déclaré avoir visité des maisons, mais Marty. Le lendemain matin, le GPS indiquait que la famille était arrivée à une station de lavage auto à 8h10. La police a obtenu les images de vidéosurveillance qui montraient les 3 personnes en train de nettoyer soigneusement la voiture, intérieure et extérieure, et même de changer les pneus. 10 jours s'étaient déjà écoulés lorsque les enquêteurs ont pu reconstituer le déroulement des faits. Ils ont continué à rechercher Aline dans la ville et les environs, interrogeant des témoins et exploitant des pistes, mais rien ne sembla les reprocher de sa trace. Une fois que les enquêteurs eurent confirmé que Michel et ses parents avaient menti sur leur alibi, ils les convoquèrent tous les 3 pour un interrogatoire. Michel et son père nièrent toute implication dans la disparition d'Aline, si bien que les détectives concentrèrent leurs efforts sur sa mère. À leur grande surprise, elle avoua presque immédiatement, affirmant qu'Aline était déjà morte et commença à donner des détails sur ce qui s'était passé. D'après elle, la famille était furieuse de la décision du tribunal d'accorder à Aline la garde exclusive des enfants.
Ils avaient essayé de la convaincre de leur laisser passer plus de temps avec eux, mais après les menaces de Michel et son comportement de plus en plus agressif, Aline était trop effrayée pour les laisser longtemps avec eux. La famille a donc élaboré un plan. Ils ont décidé d'intimider Aline pour qu'elle revoie leur accord de garde. Leur idée était de l'enlever, de l'intimider, puis de la forcer à accepter leurs conditions avant de la relâcher. Mais les choses ont terriblement mal tourné. Après que Michel et son père l'eurent forcé à monter dans la voiture à l'aide d'un pistolet paralysant, Michel lui ligota les mains avec des colliers de serrage en plastique. Puis il en a pris un autre et l'a placé autour de son cou. Lorsqu'ils ont réalisé qu'elle avait du mal à respirer, ils ont essayé de le lui enlever, mais aucun d'eux n'avait de couteau pour le couper. Par conséquent, Aline mourut, et sa famille sut qu'il fallait se débarrasser de son corps. Ils se rendissent en voiture dans une ville voisine où les parents de Michel allaient régulièrement à l'église. Près de l'église se trouvait une grande fosse septique souterraine. Pensant que ce serait la cachette idéale, ils y ont jeté son corps et sont partis en voiture. Bien que la femme ait insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Aline, son récit paraissait très suspect. Compte tenu des menaces de mort répétées de Michel et du comportement agressif de son père envers quiconque lui interdisait de voir ses petits-enfants, les enquêteurs soupçonnaient que le meurtre ait été leur plan dès le départ. La police est rendue à l'église et a découvert le corps d'Aline dans la fosse septique. Peu après, les médecins légistes ont confirmé que la cause du décès correspondait à la version de la mère et les 3 membres de la famille ont été arrêtés et inculpés de meurtre. Pour la famille d'Aline, cette épreuve était un véritable traumatisme. Non seulement ces 3 enfants avaient perdu leur mère, mais l'inaction de la police a suscité de vives réactions et de nombreuses interrogations. Comme nous le savons, la police a été alertée à l'enlèvement quelques minutes seulement après les faits, et pourtant, elle est restée inactive pendant plus d'1 heure. Des médecins légistes ont confirmé par la suite qu'Aline était décédée environ 45 minutes après son enlèvement, ce qui signifie qu'il y avait potentiellement suffisamment de temps pour la sauver. La police aurait pu immédiatement lancer les recherches du véhicule grâce aux descriptions assez précises des témoins. L'enlèvement étant eu lieu en soirée dans une petite ville peu fréquentée, les enquêteurs auraient pu intercepter Michel et ses parents. Au lieu de cela, ils ont justifié leur retard en prétextant que la plupart de leurs agents étaient mobilisés ailleurs. Ce qui a encore plus indigné le public, c'est que le commissariat se trouvait à quelques centaines de mètres seulement de la banque où l'enlèvement avait eu lieu. Il aurait suffi de quelques minutes pour s'y rendre, même à pied. Pourtant, malgré les témoins, personne n'est venu en aide à Aline. Un autre aspect troublant de l'affaire résidait dans l'accord de plaidoyer proposé à la mère de Michel. En échange de ses aveux et de la révélation de l'endroit où se trouvait le corps d'Aline, elle a bénéficié d'une peine considérablement allégée. Elle a également témoigné devant le tribunal, maintenant sa version des faits, et a été condamnée seulement à 15 ans de prison. Cela signifie qu'elle pourrait être libérée d'ici quelques années. Quant à Michel et son père, ils ont tous les deux été condamnés à prison à vie. Depuis la mort d'Aline, ses enfants vivent chez ses parents. Pendant les premiers mois qui suivirent le meurtre, ils eurent beaucoup de mal à annoncer la terrible nouvelle aux enfants. Ils ne reverraient plus jamais leur mère ni leur père. Les enfants demandaient sans cesse quand ils reverraient leur mère ainsi que leurs grands-parents paternels. Finalement, les parents d'Aline comprirent qu'ils ne pourraient pas cacher la vérité éternellement. Avec l'aide d'un psychologue pour enfants, ils ont graduellement expliqué ce qui s'était passé. À l'époque, ils craignaient que leur fils aîné n'apprenne la vérité par ses camarades de classe, car l'histoire était devenue une véritable rumeur à Marty. De fait, il arrivait que des inconnus abordent les enfants dans la rue pour leur présenter leurs condoléances. Cela a même poussé les parents d'Aline à envisager de changer le nom de famille de leurs enfants pour les protéger de toute association à jamais avec la tragédie. Aujourd'hui, les enfants d'Aline sont adultes et la famille vit loin des projecteurs. Quant à la mère de Michel, sa libération est prévue pour 2028. On ignore si elle sera légalement interdite de contact avec ses petits-enfants, mais compte tenu de ce qu'on sait de cette affaire, il est possible qu'elle tente de renouer contact avec eux. Merci d'avoir regardé. Nous vous proposons une autre vidéo en cliquant sur le lien ci-contre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner si vous voulez en regarder davantage, et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire fascinante.